En visitant la maison de mes parents, j'ai entendu une voix faible venant du cabanon. J'ai ouvert la porte et aperçu une fille maigre en vêtements en lambeaux, tremblante et accroupie. « J'ai faim, aide-moi » Au moment où j'ai vu son visage, j'ai compris qui elle était. Son identité m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Pour Rachel Hamilton, employée aux services sociaux de Chicago, le vendredi après-midi était le moment où toute la fatigue de la semaine s'accumulait. Travailler dans le domaine du soutien aux personnes handicapées l'exposait souvent à des situations déchirantes. Mais même après 7 ans à ce poste, elle avait trouvé sa vocation. La conviction que chaque personne possède une dignité et que chacun mérite d'être aimé la soutenait. Lorsque l'horloge du bureau indiqua 17 heures, Rachel commença à organiser les papiers sur son bureau. En consultant son agenda de rendez-vous pour la semaine suivante, elle se souvint de ses projets pour la soirée. C'était son rituel bimensuel de visite chez ses parents. La maison de ses parents à Oak Park, une banlieue de Chicago, se trouvait à environ 40 minutes de route. Rachel décida de s'arrêter à la boulangerie en chemin pour acheter une tarte aux cerises, la préférée de sa mère, Martha, comme à son habitude. La demeure de la famille Hamilton était une maison à 2 étages dans un quartier résidentiel calme d'Oak Park, que son père, Robert, avait acheté 30 ans plus tôt. Avec ses murs extérieurs blancs, son toit bleu et un jardin de devant avec des parterres de fleurs que sa mère entretenait avec amour, elle était connue dans le voisinage comme une belle maison. Quand elle sonna à la porte, Martha l'accueillit avec un sourire, vêtue d'un tablier. « Rachel, tu dois être fatiguée. Tu es encore en retard aujourd'hui. » La voix chaleureuse de sa mère apaisa la fatigue accumulée de toute une semaine. Dans le salon, son père, Robert, lisait le journal tout en tenant sa pipe. « Comment s'est passée ta journée » lui demanda son père, et Rachel lui raconta ce qui s'était passé au travail. Lorsqu'elle évoqua des cas difficiles mais des progrès graduels, ses 2 parents hochèrent la tête avec fierté. « Ton travail est vraiment admirable, » dit Martha. « Aider les gens dans le besoin. Nous sommes si fiers de toi. » Robert acquiesça et ajouta, « Le chemin que Rachel a choisi est le bon. Il y a tant de gens dans le monde qui ont besoin de soutien. » Cette compréhension et ce soutien de la part de ses parents étaient le plus grand encouragement pour Rachel. Tout en aidant à préparer le dîner, Rachel prit des nouvelles de sa sœur, Jennifer. Jennifer travaillait comme coiffeuse et avait épousé un comptable nommé Mike il y a 3 ans. Jenny semble très occupée ces derniers temps. Son travail au nouveau salon semble bien démarrer, répondit Martha. Mais parfois, elle appelle et sa voix trahit sa fatigue. La vie de couple et un nouvel emploi, tout cela doit être difficile jusqu'à ce qu'on s'y habitue. Rachel et Jennifer entretenaient une bonne relation et avaient été l'une pour l'autre des confidentes depuis leurs années d'études. Jennifer avait une personnalité vive et sociable qui convenait parfaitement à sa profession. Depuis son mariage, elle ne se contactait plus aussi fréquemment qu'auparavant, mais Rachel pensait que c'était un changement naturel. Elle trouvait cela attendrissant, s'imaginant que Jennifer profitait probablement de sa vie de jeune mariée. Bien qu'il fût plus rare de voir les 4 membres de la famille réunis, les rassemblements à 3 autour de la table du dîner étaient chaleureux. Le père parlait de son passe-temps de jardinage depuis sa retraite, la mère racontait ses interactions avec les amis du quartier. Rachel partageait des histoires sur les personnes qu'elle rencontrait au travail, demandant parfois conseil sur des cas difficiles. Ses parents écoutaient toujours sérieusement et donnaient de judicieux conseils. Après le repas, ils passèrent tous les 3 un moment de détente à regarder la télévision. Le journal télévisé abordait divers problèmes de société, mais la famille de Rachel était de celles qui considéraient toujours les choses du point de vue des plus vulnérables. Il y a beaucoup d'injustices dans le monde, mais nous ne pouvons commencer qu'avec ce que nous pouvons faire, disaient souvent les mots de sa mère, qui résonnaient profondément en Rachel. Vers 21 heures, Rachel commença à se préparer à partir. Sa mère lui donna des biscuits faits maison et son père la raccompagna jusqu'à la voiture. « Conduis prudemment. Reviens nous voir le week-end prochain, » dit sa mère. Rachel répondit, « Bien sûr. » En retournant à son appartement de Chicago, Rachel savourait sa gratitude envers sa famille. Ses parents la soutenaient toujours, et sa sœur suivait son propre chemin. C'était une famille idéale, sans aucun problème. Pour Rachel, qui était souvent témoin de divers problèmes familiaux au travail, les liens de sa propre famille étaient un trésor plus précieux que tout. Pendant le trajet, elle se réjouissait déjà de sa visite du week-end suivant. 3 semaines plus tard, un samedi, Rachel se dirigeait de nouveau vers la maison de ses parents. Cette fois, elle avait prévu de s'y rendre dès le matin, ayant reçu une invitation de sa mère, Martha, pour déjeuner ensemble.
Le paysage automnal visible depuis la fenêtre de la voiture était magnifique, et la lumière du soleil qui inondait le quartier résidentiel d'Oak Park était agréable. Lorsqu'elle arriva chez ses parents, sa mère l'accueillit à l'entrée comme d'habitude. Cependant, aujourd'hui, l'expression de sa mère semblait quelque peu fatiguée. Quand Rachel demanda « Tu as l'air fatigué. Tout va bien ?» Martha esquissa un sourire hâtif. « Oui, je vais bien. Je suis juste un peu fatiguée par le travail au jardin, » répondit-elle, mais sa voix manquait de son entrain habituel. En entrant dans le salon, son père, Robert, lisait le journal près de la fenêtre donnant sur le jardin. « Bonjour, Rachel » lança-t-il, mais son regard se tournait de temps en temps vers le jardin. Lorsque Rachel regarda aussi par la fenêtre, elle remarqua la petite remise au fond du jardin. Cette remise, qu'elle connaissait depuis son enfance, était l'endroit où étaient rangés les outils de jardinage de son père et les décorations saisonnières. « À ce propos, vous semblez faire beaucoup de jardinage ces derniers temps, » dit Rachel, et ses deux parents affichèrent des expressions étrangement tendues. « Eh bien, oui. Il y a les préparatifs pour l'automne, » répondit Robert, mais il changea immédiatement de sujet. « Au fait, comment va le travail? Les nouveaux cas progressent bien ?» Tout en aidant à préparer le déjeuner, Rachel discutait avec sa mère dans la cuisine. Lorsqu'elle demanda nonchalamment « Vous avez mis une nouvelle serrure sur la remise ?» Le mouvement de sa mère s'arrêta un instant. « C'est vrai. Nous avons perdu la clé. Il faut qu'on en fasse une nouvelle, mais nous n'avons pas eu le temps. » L'explication de Martha était anormalement détaillée, comme s'il s'agissait d'une réponse préparée à l'avance. « C'est embêtant. Vous ne pouvez pas sortir vos outils de jardinage, n'est-ce pas ?» s'inquiéta Rachel, et sa mère répondit précipitamment, « Nous les rangeons ailleurs pour le moment, donc ça va. » Cependant, pour autant que Rachel se souvienne, il n'y avait aucun autre endroit pour ranger les outils de jardinage que cette remise. Le garage était plein avec les voitures et le sous-sol était trop humide. À table, Rachel fut surprise par la consommation de nourriture de sa famille. Il y avait beaucoup plus de nourriture préparée qu'auparavant, et ses deux parents semblaient manger plus que d'habitude. Quand elle fit remarquer « Vous avez un solide appétit ces derniers temps. C'est merveilleux et sain », son père afficha une expression quelque peu décontenancée. « Quand on vieillit, il faut manger tant qu'on le peut », fut une explication qui ne ressemblait pas à son père. Après le repas, alors que Rachel faisait la vaisselle, elle entendit ses parents parler à voix basse. Elle ne pouvait pas distinguer clairement le contenu, mais ils semblaient s'inquiéter de quelque chose. Quand elle demanda « Y a-t-il un problème ?» Ils répondirent tous les deux « Non, rien » en même temps. Leur synchronisation semblait plutôt anormale. Dans l'après-midi, Rachel décida d'appeler Jennifer. Elle n'avait pas eu de contact récemment, et ses parents s'étaient inquiétés de l'état de sa sœur. Cependant, la voix de Jennifer au téléphone semblait épuisée. « Jenny, tu vas bien? Tu ne passes plus voir les parents ces derniers temps ?» demanda Rachel, et sa sœur resta silencieuse un moment. « Je suis débordée de travail, je ne trouve vraiment pas le temps. Le travail au nouveau salon est plus difficile que je ne le pensais », fut sa réponse. Mais son ton manquait de sa vivacité habituelle. À la question « Mike va bien? La vie de couple se passe bien ?» La réponse de Jennifer fut encore plus vague. « Oui, enfin, normalement. Mais en ce moment, je suis complètement absorbée par le travail. » De l'autre côté du fil, une atmosphère se dégageait, comme si elle cachait quelque chose. Quand Rachel suggéra « Pourquoi n'irions-nous pas ensemble chez nos parents? Je pense que ça leur ferait plaisir », Jennifer fut visiblement agitée. « Je suis vraiment très occupée en ce moment. J'aurai peut-être un peu de temps le mois prochain, alors j'y réfléchirai à ce moment-là. » Sur ces mots, sa sœur raccrocha rapidement. En se préparant à partir le soir, Rachel organisait ses impressions de la journée. Le comportement de ses parents et l'attitude de sa sœur semblaient en quelque sorte différents de d'habitude. Cependant, elle ne pouvait pas identifier clairement le problème. Peut-être devenait-elle trop nerveuse, suspicieuse à force de voir divers problèmes familiaux au travail. Avant de monter dans sa voiture, Rachel regarda de nouveau le jardin de ses parents. L'herbe autour de la remise semblait plus piétinée qu'auparavant. Il y avait des traces, comme si quelqu'un marchait fréquemment dans cette zone. Mais s'ils avaient perdu la clé, comme ils le disaient, pourquoi y aurait-il besoin de s'en approcher si souvent? Dans la voiture, sur le chemin du retour, Rachel formula une hypothèse. Peut-être que ses parents avaient commencé à garder un animal de compagnie. Peut-être avaient-ils transformé la remise en abri pour cet animal. La quantité de nourriture accrue pourrait s'expliquer par l'ajout de la part de l'animal dans leurs courses. Le fait que sa sœur évite la maison familiale pourrait être dû à une allergie aux animaux.
Rachel se sentit quelque peu soulagée par cette hypothèse. C'était une bonne chose pour ses parents d'avoir un animal à leur âge. Cela soulagerait leur solitude et donnerait un sens à leur vie en s'en occupant. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi ils le cacheraient. Peut-être y avait-il des règlements de voisinage concernant la garde d'animaux. Pourtant, au fond d'elle, un léger sentiment de malaise persistait. L'histoire de la clé de la remise, l'attention anormale de ses parents, l'attitude vague de sa sœur. Ces points semblaient pouvoir s'assembler comme des pièces de puzzle dans son esprit, mais sans tout à fait s'emboîter. La semaine suivante, au travail, Rachel consulta sa collègue Sarah au sujet de sa famille. Ils ont probablement commencé à garder un animal. Les animaux sont de bons compagnons. L'avis de Sarah fit hocher la tête à Rachel. Le jeudi soir, le téléphone portable de Rachel sonna. Le nom de sa mère apparut à l'écran. « Rachel, tu dois être fatiguée. Je suis désolé pour cette demande soudaine, mais pourrais-tu venir à la maison demain soir ?» La voix de Martha était plus aiguë que d'habitude et semblait tendue. « Ton père est tombé et nous sommes allés à l'hôpital. Ce n'est rien de grave, mais je ne suis pas tranquille toute seule. » Rachel quitta le travail plus tôt le vendredi et se dirigea vers la maison de ses parents. En chemin, elle acheta la soupe préférée de son père et prépara un bouquet de roses par sollicitude pour sa mère. Le ciel de novembre, où le crépuscule arrivait tôt, était déjà sombre et les lampadaires commençaient à s'allumer dans le quartier résidentiel d'Oak Park. Quand elle arriva chez ses parents, sa mère l'accueillit avec une expression soulagée. « Merci d'être venu. Ton père est rentré dans l'après-midi. Il s'est juste foulé la cheville un peu. Rien de grave. » Dans le salon, son père se reposait sur le canapé, le pied surélevé. « Désolé de t'avoir inquiété. Pathétiquement, j'ai glissé dans le jardin. » La voix de Robert était normale, mais son teint semblait un peu pâle. Tout en aidant à préparer le dîner, Rachel observait le comportement de sa mère. Martha regardait fréquemment l'horloge et semblait préoccupée par quelque chose. Quand elle demanda « Y a-t-il autre chose qui t'inquiète ?» Sa mère secoua vivement la tête. « Non, rien. Je suis juste fatiguée par ce qui est arrivé à ton père. » Après le repas, Rachel monta à l'étage pour chercher les médicaments de son père. En regardant le jardin depuis la fenêtre de l'escalier, elle vit ce qui ressemblait à des empreintes de pas humaines autour de la remise. Le clair de lune illuminait faiblement le sol, montrant clairement où l'herbe avait été piétinée. S'ils avaient perdu la clé comme ils le disaient, pourquoi y aurait-il besoin de marcher si fréquemment autour de la remise? Quand elle redescendit avec les médicaments, elle entendit ses parents parler à voix basse dans la cuisine. Elle entendit des bribes de la voix de sa mère dire « C'est la limite » et la voix de son père dire « Ne pouvons-nous pas tenir encore un peu ?» Lorsque Rachel entra dans le salon, les deux cessèrent précipitamment de parler. Quand elle demanda « Comment se sent père ?», les deux parents répondirent « Bien » simultanément. Cependant, leurs expressions montraient clairement qu'ils cachaient quelque chose. Les yeux de sa mère semblaient contenir des larmes. Vers 21h, Rachel commença à se préparer à partir. En enfilant son manteau, elle dit « Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'appeler n'importe quand. » Sa mère saisit soudainement la main de Rachel. « Tu es une si bonne fille. Merci de t'inquiéter pour nous. » La main de Martha tremblait, et la façon dont elle la serrait était différente d'un adieu ordinaire. En se dirigeant vers sa voiture, Rachel regarda de nouveau vers la remise. Dans le silence de la nuit, elle crut entendre une sorte de son. C'était peut-être le vent ou le cri d'un chat du voisinage. Cependant, le son ressemblait à une voix humaine. Quand elle posa la main sur la portière de la voiture, elle entendit de nouveau ce son. Cette fois, c'était clairement une voix humaine. Une voix fluette et tremblante qui semblait implorer quelque chose. Rachel s'arrêta et écouta attentivement. Le son venait définitivement de la direction de la remise. Son cœur s'accéléra. Son instinct professionnel de travailleuse sociale lui fit sentir que quelque chose était anormal. Rachel remit les clés de sa voiture dans sa poche et se dirigea silencieusement vers la remise. Elle marchait prudemment sur l'herbe, essayant de ne faire aucun bruit. En s'approchant de la remise, cette voix devint plus claire. C'était clairement une voix demandant de l'aide. « J'ai faim et aidez-moi » était répétée d'une voix faible. La voix ne semblait pas être celle d'un adulte, mais celle d'un enfant. Les mains de Rachel se mirent à trembler. C'était une situation anormale. Quelqu'un était à l'intérieur de la remise. De plus, cette personne demandait de l'aide. L'affirmation de ses parents sur la perte de la clé était un mensonge. Quand elle posa la main sur la porte de la remise, celle-ci s'ouvrit facilement, contrairement à ses attentes. Elle n'était pas verrouillée.
Lorsqu'elle ouvrit doucement la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur, un spectacle incroyable s'offrit à ses yeux. Dans le coin le plus éloigné de la remise, il y avait une petite silhouette humaine enveloppée dans des couvertures en lambeaux. Même dans la pénombre, il était clair que c'était un enfant. L'enfant était émacié, et ses vêtements étaient sales et déchirés. Sur le sol, il y avait un bol d'eau et quelques restes de nourriture. « Aidez-moi !» L'enfant leva les yeux et vit Rachel. Au moment où ce visage devint clairement visible dans le faible clair de lune qui filtrait, le sang de Rachel se glaça. Le visage de l'enfant lui semblait familier. La forme des yeux, la ligne du nez, la forme des lèvres. Tout cela ressemblait à quelqu'un que Rachel connaissait. Cependant, elle ne pouvait pas dire immédiatement de qui il s'agissait, mais c'était définitivement un visage lié à quelqu'un de la famille. « Qui es-tu » demanda Rachel d'une voix tremblante. Mais l'enfant se recroquevilla simplement avec une expression effrayée. Il était clair qu'il n'avait pas reçu de soins appropriés depuis longtemps. Des signes de malnutrition étaient également visibles. Diverses questions tourbillonnaient dans l'esprit de Rachel. Qui était cet enfant? Pourquoi était-il dans un tel endroit? Ses parents étaient-ils au courant? Non, ils devaient être au courant. La quantité de nourriture accrue était pour cet enfant. Les empreintes de pas autour de la remise provenaient des allées et venues pour lui apporter des repas. « Tout va bien. N'aie pas peur » dit doucement Rachel en entrant dans la remise. L'enfant était affaibli par la malnutrition et avait besoin de soins médicaux appropriés. C'était clairement une scène de maltraitance infantile. Cependant, le plus effrayant était la ressemblance familiale visible sur le visage de cet enfant. Qui était exactement cet enfant? Et pourquoi ses propres parents laissaient-ils une telle situation perdurer? Rachel était sur le point de sortir son téléphone portable quand elle entendit des bruits de pas derrière elle. Quand elle se retourna, son père, Robert, se tenait là avec une lampe de poche. Son expression était plus sombre et désespérée que tout ce que Rachel avait jamais vu. « Rachel !» La voix de son père tremblait. « Je dois t'expliquer. » La lampe de poche illumina l'intérieur de la remise, révélant Rachel et la petite fille émaciée. Le visage de Robert était pâle comme la cire, rempli du désespoir d'un secret qu'il avait gardé caché pendant des années et qui venait d'être exposé. Qui est exactement cet enfant? La voix de Rachel tremblait, mais son sang-froid professionnel de travailleuse sociale la soutenait. Pourquoi est-elle laissée dans un tel état? Robert posa la lampe de poche sur le sol et se couvrit le visage de ses deux mains. Rachel, je ne voulais pas que tu le saches. Je ne voulais que personne ne le sache. Sa voix ressemblait à un sanglot. Explique-toi tout de suite. Rachel ajusta la couverture autour de la petite fille tout en fixant son père. Cet enfant a besoin de soins médicaux. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. À ce moment, sa mère Martha arriva en courant, à bout de souffle, à la remise. Robert, qu'est-ce que tu fais? Où est Rachel? Quand Martha vit la situation à l'intérieur de la remise, la couleur quitta son visage. Oh, mon Dieu! Maman, tu savais ça, toi aussi. La voix de Rachel contenait de la colère. Vous avez abandonné cet enfant et l'avez enfermé dans la remise. Martha s'effondra sur le sol, comme si elle se brisait. Rachel, il y a des circonstances. Nous ne voulions pas faire une chose pareille non plus. Les larmes coulaient sur ses joues. Mais nous n'avions pas le choix. Des circonstances? Rachel se leva et regarda ses parents de haut. Quelles que soient les circonstances, laisser une enfant dans un tel état est un crime. Cet enfant est clairement malnutri et n'a pas reçu de soins appropriés. Robert leva lentement son visage. Cet enfant est la fille de Jennifer. Avec ces mots, le monde de Rachel s'effondra. La fille de Jenny? Rachel fixa la petite fille, incrédule. En effet, ce visage portait des traces des traits de sa sœur. Je n'ai jamais entendu dire que Jenny avait un enfant. Il y a une raison à cela. La voix de Robert était lourde et remplie de douleur. Cet enfant a une déficience intellectuelle. Jennifer n'a pas pu accepter cet enfant juste après sa naissance. Martha continua d'une voix tremblante, Jenny a dit, je ne peux pas élever un tel enfant. Et elle nous l'a imposé. Elle a dit, je ne veux que personne ne le sache, c'est embarrassant. Rachel sentit ses genoux sur le point de flancher. Alors, vous avez décidé de cacher cet enfant. Au début, nous avions l'intention de l'élever normalement, continua Robert comme pour se justifier. Cependant, les voisins ont commencé à avoir des soupçons. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il semblait y avoir un petit enfant chez les Hamilton, alors vous l'avez mise dans la remise.
La voix de Rachel tremblait de colère. Vous pensiez que c'était une solution? Martha répondit en pleurant, nous nous inquiétions des apparences, des apparences. Notre réputation dans la communauté, la position de Robert, et cela aurait pu affecter la vie de couple de Jenny aussi. À ce moment, ils entendirent un moteur de voiture. La porte d'entrée s'ouvrit avec force, et la voix de Jennifer se fit entendre. Papa, maman, la voiture de Rachel est là, mais où êtes-vous? Ici, nous sommes à la remise, répondit Martha d'une voix tremblante. Quelques minutes plus tard, Jennifer arriva à la remise. Au moment où elle comprit la situation, son visage se tordit de peur et de colère. Pourquoi Rachel est-elle ici? Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Jenny, Rachel fixa sa sœur. Cette enfant est-elle vraiment ta fille? Jennifer resta silencieuse un instant, puis répondit comme par défi, oui, mais ça n'a rien à voir avec moi. Cette enfant est défectueuse. Ce n'est pas une enfant normale. Défectueuse? Rachel était incrédule. Tu appelles ta propre fille comme ça? Regarde la réalité en face, Rachel. La voix de Jennifer était froide et sans émotion. Cet enfant a une déficience intellectuelle. Elle ne servira jamais à rien dans le futur. Elle ne ferait que gâcher ma vie. Ton travail, c'est l'aide sociale, n'est-ce pas? Continua Jennifer. Tu sais très bien à quel point ces enfants sont difficiles. Je n'ai pas le luxe de porter un tel fardeau. Un fardeau? Rachel était consternée par les mots de sa sœur. Cet enfant est ta fille. Une famille unie par le sang. Même si nous sommes liés par le sang, je ne peux pas être une mère, répondit calmement Jennifer. Je n'ai rien dit à Mike non plus. S'il l'apprenait, notre mariage serait terminé. Alors, tu l'as imposé à nos parents. La colère de Rachel avait atteint son paroxysme. Et nos parents, soucieux des apparences, ont confiné cet enfant dans la remise. Robert ouvrit sa bouche lourde. Nous n'avions pas le choix non plus. Nous avons envisagé de la placer dans une maison de retraite ou un établissement, mais cela aurait certainement révélé son identité. L'avenir de Jenny et notre position dans la communauté auraient été ruinés. Alors, vous avez décidé de la cacher. Rachel regarda ses parents et sa sœur tour à tour. Vous avez complètement caché l'existence de cet enfant et l'avez traitée comme si elle n'existait pas. Martha dit comme pour se justifier, nous lui apportions de la nourriture tous les jours. Nous n'avions pas l'intention de la laisser mourir. Pouvez-vous appeler ça de la nourriture? Rachel montra les maigres restes de nourriture sur le sol. Cet enfant est malnutri et n'a pas reçu de soins médicaux. C'est de la séquestration et de la maltraitance. Jennifer dit avec irritation, ça ne te regarde pas. C'est notre problème de famille. Ça ne me regarde pas? Rachel se leva. Je suis une travailleuse sociale. Je ne peux pas fermer les yeux sur la maltraitance infantile. De plus, cet enfant est ma nièce. Nièce? Jennifer rit du nez. Tu n'as pas besoin de la considérer comme telle. Cet enfant est celle que j'ai abandonnée. Elle n'est plus ma fille. Rachel sortit son téléphone portable. J'appelle la police et les services de protection de l'enfance. Arrête. Robert se leva précipitamment. Si tu fais ça, nous allons? Vous êtes des criminels, répondit calmement Rachel. Il est de mon devoir de protéger cet enfant. Jennifer entra dans une rage folle. Si tu fais ça, notre famille va s'effondrer. Mon mariage avec Mike prendra fin et papa et maman seront arrêtés. Ça te va? Ça ne me va pas, répondit Rachel en pleurant. Mais cet enfant a aussi le droit de vivre, le droit d'être aimé. Elle a une dignité. La petite fille murmura d'une voix faible, j'ai faim. En entendant cette voix, la résolution de Rachel fut inébranlable. Je vais prendre cet enfant sous ma garde, déclara Rachel. Et vos crimes doivent être dûment punis. La famille la regarda, choquée, alors que Rachel commençait à passer son appel. Un an s'était écoulé depuis. Grâce à une protection d'urgence par les services de protection de l'enfance, la petite fille nommée Emily avait pu recevoir des soins médicaux et une attention appropriée. Bien qu'elle souffrît de malnutrition et de retard de développement, en vivant dans un environnement aimant, elle montra une récupération remarquable. La procédure pour que Rachel devienne sa tutrice se déroula sans heurts, sa carrière et son expertise de travailleuse sociale étant évaluées favorablement. Robert et Martha Hamilton furent accusés de séquestration illégale et de maltraitance infantile. Au tribunal, le fait qu'ils aient traité leur petite fille comme moins qu'humaine par souci des apparences fut mis en évidence. Le verdict fut de 3 ans de prison,
et ils purgent actuellement leur peine dans une prison d'État. Eux qui avaient valorisé leur réputation communautaire par-dessus tout devinrent ironiquement des objets de mépris pour les résidents voisins en raison de la couverture médiatique. Leur admission dans des maisons de retraite fut également refusée, et leur vie après leur libération s'annonce difficile. Jennifer fut accusée d'abandon d'enfants et reçut une peine avec sursis. Cependant, en raison de la couverture médiatique de l'incident, elle perdit son emploi de coiffeuse et divorça également de son mari, Mike. Mike déclara « Je ne peux pas croire que ma femme ait traité son propre enfant de cette façon, et partit sans verser de pension alimentaire. » Jennifer travaille actuellement comme agent d'entretien dans un autre État, selon les informations parvenues à Rachel, mais les deux ne se reparleraient probablement jamais. L'appartement de Rachel à Chicago avait été considérablement redécoré pour accueillir Emily. Des meubles aux couleurs vives et des étagères remplies de livres d'images. Sur les murs étaient accrochés des dessins colorés qu'Emily avait faits. Malgré sa déficience intellectuelle, Emily, inondée d'amour, était devenue une enfant aux expressions riches et au sourire constant. À la table du petit déjeuner, Emily utilisait lentement une cuillère pour manger ses céréales. « C'est bon », dit-elle avec un sourire, et Rachel dit doucement, « Tu as bien mangé. Bravo. » La petite fille qui avait autrefois demandé de l'aide en tremblant, disant « J'ai faim », savourait maintenant ses repas en toute tranquillité. Ce changement était la plus grande joie de Rachel. Emily avait commencé à fréquenter une école d'éducation spécialisée, et ses interactions avec ses camarades de classe augmentaient progressivement. Son institutrice rapporta qu'au début, elle ne pouvait pas faire confiance aux gens, mais qu'elle essayait maintenant activement d'interagir avec les autres enfants. La petite fille qui n'avait jamais connu l'amour d'une famille réapprenait les bases des relations humaines. Un après-midi de week-end, Rachel et Emily passaient du temps dans un parc voisin. Alors qu'Emily était sur la balançoire, elle dit d'une petite voix « Rachel, merci ». En entendant ces mots, les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Il y a un an, cet enfant n'avait jamais été aimé par personne. « Merci à toi aussi, Emily », répondit Rachel. « Ta présence a rendu ma vie tellement plus riche. » En effet, la vie de Rachel avait changé de façon spectaculaire. Elle avait perdu la liberté de ses jours de célibataire, et s'occuper d'Emily demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, voir le sourire d'Emily chaque matin lui donnait un nouveau sens à sa vie. Elle apprit que les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. C'est l'amour, la responsabilité et les cœurs qui se chérissent mutuellement qui créent une vraie famille. Après le dîner, pendant qu'Emily dessinait, Rachel consultait l'emploi du temps de la semaine suivante. Le bilan de santé régulier d'Emily, une réunion à l'école et une séance d'information sur un nouveau programme de traitement. Des journées chargées, mais tout était pour la croissance et le bonheur d'Emily. Au moment de l'histoire du soir, Emily demanda « Tu es ma maman ?» Rachel réfléchit un instant avant de répondre. « Je suis ta grande sœur. Mais nous formons une famille, toutes les deux. C'est ça le plus important. » Emily sourit avec satisfaction et répéta le mot « famille ». C'était le moment où le mot « famille » prenait pour la première fois un sens chaleureux pour cet enfant. Les événements qui avaient commencé par cette découverte terrifiante un an plus tôt avaient complètement changé la vie de Rachel. Cela avait certainement été un chemin difficile, mais maintenant, une petite famille de seulement 2 personnes s'était construite. Une vraie famille basée sur l'amour, non contrainte par les liens du sang ou les formalités. C'était le trésor le plus précieux que Rachel et Emily avaient obtenu. En éteignant la lumière de la chambre, Rachel sourit doucement. Demain, un autre nouveau jour commencerait avec Emily. Cela seul suffisait.